Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mais je ne sais pas comment l'introduire parce que figurez-vous que l'épisode que je vais faire est avec la personnalité qui a eu le plus de succès dans toute l'histoire de cette chaîne YouTube, de mon podcast. Il a fait littéralement des centaines et des centaines de milliers d'écoutes sur un épisode. Cette personne n'est autre qu'Alain Juillet. Avant que je l'introduise, allez écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble parce que si vous voulez écouter cette interview et vraiment en bénéficier, il faut que vous connaissiez son parcours. Vraiment, cet épisode est absolument extraordinaire. C'est un homme avec une vie extraordinaire. Pourquoi est-ce que j'ai voulu la voir à nouveau? Tout simplement pour rentrer un peu dans l'esprit, dans la tête de cet homme fou qui est Alain Juillet. Cet homme qui a eu vraiment 2 vies, à la fois une vie, d'homme, du business, un entrepreneur, un businessman, mais en même temps, il avait une vie d'agent double et toute sa vie donc a été agent secret. C'est un homme avec une personnalité, une énergie, un optimisme et des valeurs que je trouve absolument exceptionnelles. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie, pour cet épisode de rentrée, de vous le présenter à nouveau, pour vous donner cette énergie, pour vous donner envie de voir grand et de vous aussi avoir cette même vie extraordinaire. Si cet épisode vous a plu, je vous en prie, partagez-le. Vraiment, vraiment, j'ai envie de donner la visibilité à toutes ces valeurs et à Alain. Et puis d'autre part, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, au podcast. Ça me fait hyper plaisir. Et puis au-delà de ça, c'est ce qui me permet d'avoir des invités aussi exceptionnels qu'Alain Juillet. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec nul autre qu'Alain Juillet. Alain, Alain, je suis tellement contente de vous avoir avec moi. Je rigole intérieurement parce que je pense qu'on va passer un bon moment. Bah, je l'espère, Bah, je l'espère. moi aussi. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit que vous êtes mon recordman, le record du monde du Ouais, ça podcast. paraît incroyable, mais bon, si puisque c'est la C'est comme réalité, ça, c'est le public qui l'a hein? voulu. Je me suis dit qu'un truc qui serait rigolo, Alain, ça serait moins de parler de votre parcours parce que Mmh. j'incite bien sûr les personnes qui ne l'ont pas entendu, même s'il y en a peu puisqu'il a fait beaucoup d'écoutes, à aller le consulter. Je voulais plus rentrer dans la tête d'Alain Juillet, Mmh. vaste Paris, et comprendre qu'est-ce qui s'y passe et surtout comprendre un peu tout ce que vous pensez tout bas, que vous ne dites pas forcément tout haut déjà parce qu'on ne vous pose pas la question. Mmh. Et donc moi, j'avais envie de vous poser la question. Donc ça va partir dans tous les sens, je préviens notre chère audience et je vous préviens également, mais je pense que donc on va passer un très bon moment. En plus, cet épisode sort au début de l'année 2025, on l'enregistre plus tôt, et donc ça fera un bol d'air frais, de bonnes résolutions pour les personnes qui se lancent dans cette bonne année 2025. Donc, est-ce que vous avez je sais pas, une marotte, un sujet, vous voyez, j'ai pas préparé beaucoup plus que ça, Mmh, mais bien je voulais sûr. essayer de comprendre. Quelque chose où, vous avez un peu envie de faire passer votre message aussi aux Français qui nous écoutent? Ah bah, moi moi, il y a déjà une chose, il y a une chose que j'ai apprise par ma famille et puis que j'ai pratiquée, c'est que je fais partie de ceux qui refusent de croire que, tous les malheurs de la terre vous tombent dessus. Moi, je dis qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un espoir, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Simplement, il faut l'enthousiasme, la volonté et la conviction, hein. Et ça, je crois que pour moi, c'est un vrai message. Je demandais de parler d'un message parce que je m'aperçois que beaucoup de gens, autour de moi et depuis longtemps, hein, les gens, quand ils sont face à une difficulté, de plus en plus, ils ont tendance à baisser les bras en Mmh. disant: «Ah, c'est épouvantable ce qui m'arrive et tout». Mais non! Voire même à se positionner comme victime parfois. Absolument, ah bah toujours, hein, de toute manière ça termine toujours par: «Je suis la victime». Alors, Ouais, on est toujours la victime de quelqu'un, hein. ouais. Alors on est la victime, Ou de je vois, bah, circonstances. dans tous les groupes, possibles, inimaginables, on est bon. Et les gens ils expliquent. Moi, je vois par exemple, ce qui m'a toujours frappé moi depuis des années, le nombre de gens qui viennent me voir qui me disent, «J'ai échoué à être recruté à ce poste-là». Je dis: «Ah bon, et alors?» «Ah, c'est un coup des francs-maçons». Et là, chaque fois, je dis: «Mais c'est pas possible, mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez?» Et la réponse est: «Ah bah, bien sûr», et qu'en réalité, ils n'y connaissent rien.
Mais comme on a besoin d'avoir un bouc émissaire pour Mmh. justifier en définitive, son incapacité, alors on en cherche. Alors d'autres, ça va être: «Ah mais parce que moi je suis noir, blanc, juif ou ce que vous voudrez». Alors on va dire: «Ah non mais c'est pour ça, moi j'ai été refusé». Le nombre de gens que j'ai entendu dire: «Ah ben mon fils il a échoué à son examen de vin, ah bah c'est normal, il est tombé sur un professeur qui était absolument contre, politiquement parlant ou socialement parlant, contre des gens comme nous, donc ça devait arriver». Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La réalité, il faut la reconnaître. Si on a échoué, c'est qu'on a été mauvais. Alors, il y a ceux qui disent c'est une honte et ceux-là se remettent jamais en cause et Mmh. ceux-là, en général, s'en sortent pas. Et puis, il y a ceux qui disent bon, j'ai échoué une fois, je vais continuer et j'y arriverai. Je me rappelle d'ailleurs que la dernière fois, vous m'aviez dit une phrase que je cite souvent et je vous cite souvent Alain, c'était, «Ceux qui réussissent ne sont pas les meilleurs, pas les plus Non? intelligents et cetera. Ce sont ceux qui n'abandonnent jamais». Parce que même s'ils ont Exactement. un échec, bah, Mais ils oui, continuent. exactement. Vous savez, moi, bon, pareil, moi, je ne vais pas raconter ma vie, Ah encore que si, là, vous si. êtes en train de m'en faire raconter des choses. Mais moi, je me souviens, quand après, bon, je sais pas, j'ai passé mon bac très jeune, hein, ça, comme je vous l'avais dit, bon, très, très jeune, trop jeune. Bon, mon père, il me dit, il était diplomate à l'époque, hein, donc il me dit, écoute, on vit à l'étranger, mais pour tes études, il faut que tu ailles en France. Donc, je t'envoie à Paris. Et me voilà à 15 ans, Paris étudiant, avec en plus dans une chambre 15 ans. d'étudiant, 15 ans dans une chambre d'étudiant, dans une ville que je connaissais pas très bien. Bon, qu'est-ce que je fais? Je tombe sur des copains qui jouaient de la guitare et de trucs, bon, et je commence à découvrir les joies de la jeunesse à Paris. C'est normal, bon. Autant vous dire que mon travail n'a pas été brillant durant cette année-là. Bon. Au bout d'un an, je lui dis: je vais aller à Aix-en-Provence parce qu'à Paris, je fais rien». J'avais quand même fait le constat, je foutais rien à Paris. Mais Honnêteté l'Aix-en-Provence. intellectuelle de Alain Ouais, Juillet, ça fait voilà, plaisir. ouais, et ben, ouais, ouais, et je vais à Aix-en-Provence, erreur de choix totale, Mmh. c'était beaucoup mieux que Paris. La vie à Aix-en-Provence, à l'époque, pour les étudiants, c'était un rêve, hein, Donc vous mais vous en vraiment foutez un vrai encore rêve. moins. Ça, je crois que ça reste encore un peu d'ailleurs. Mais enfin bref, je foutais toujours rien. Alors je faisais de la politique étudiante, je faisais des trucs et tout. Bon, très bien, je m'amusais beaucoup, hein, c'était une vie formidable, mais je foutais rien. Bon. Du coup, je dis: «Il faut continuer quand même». Je pars à Toulouse. Bon, Toulouse, même chose, je me suis retrouvé embarqué et tout. Et et en définitive, heureusement, parce que je gaspillais, j'avais pourtant tout pour réussir mes études, largement derrière. J'étais facile, comme on dit dans les études. Mais je gaspillais tout parce que j'avais envie de vivre autre chose. Bon, et comme mes parents étaient pas là, que j'étais tout seul, bon, j'en profitais beaucoup. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, c'est l'année suivante, je suis parti à Toulouse. J'ai eu un C'est là où, comme je crois, alors j'ai le deuxième point, je vous dirais, c'est saisir le destin quand il passe, saisir le plat quand il passe. Le Bon, à un moment, un copain me dit: «Tu sais, il y a un truc formidable, tu devrais faire ta préparation militaire parachutiste». Quand on a 18 ans, on dit: «Oh, c'est sympa, ça doit être sympa». Puis à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. «Ah, ça va être sympa, OK». Alors on saute en parachute, parfait. Alors je fais ma préparation, le week-end, on faisait ça le week-end, bon très bien, je saute en parachute, je trouve ça très sympa et formidable. Bon, et puis voilà, et puis je dis: «Bah, ça y est, maintenant je fais la PM para», bon, et fin de l'année, j'étais toujours aussi mauvais, c'est-à-dire que je faisais pas la bon, et là j'ai pris conscience, j'ai dit à mes parents: «Écoutez, ça fait 3 ans que je fais des études supérieures où je ne fais rien, il faut que j'arrête». Parce que je fais de la guitare. Là, j'étais bon en guitare, hein. Je jouais dans les cafés et tout pour me faire un peu d'argent, enfin, je faisais des trucs, bon. Là, c'était très bien. C'était sympa, je connaissais plein de monde, je m'amusais et tout. Mais le résultat final, c'est que je foutais rien. Mmh. Bon. J'ai dit: «Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire?» Et je me suis dit: «Il faut qu'on me rende quelque chose dans la tête». Et j'ai dit: «Je vais m'engager, je vais faire mon service militaire». Donc vous aviez conscience de vos du Ah mais fait que j'avais conscience ouais, que je m'amusais bien, je vivais et puis bien, que vous avez besoin de cadre j'apprenais plein de aussi. choses, hein, oui. Mais j'étais pas, si vous voulez, c'était pas bien, quoi, hein. Mmh. Bon, j'ai dit: «Bon, bah, je vais faire», à l'époque, c'était 18 mois le service militaire. «Je vais partir 18 mois et puis ça va me mettre du plomb dans la tête». Alors je suis rentré, hein, comme deuxième classe quand même, hein, comme 2 classe dans un régiment parachutiste, hein. C'était le 9e RCP, je m'en souviens, à Toulouse. Bon, et puis je fais mes classes, comme on dit, hein. Bon, les 3 premiers mois de classe, puis comme j'ai été quand même pas trop mauvais, on me dit: «Il faut que tu deviennes sous-officier», donc je fais les classes de sous-officier. Et puis les gars me disent: «Attends, il faut que tu présentes l'école des officiers de réserve, hein, les EOR, parce que tu as toutes les qualifications pour faire les EOR». Bon,
Et je me retrouve 1 an après, sous-lieutenant et je repars. Alors là, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce que pour la première fois de ma vie, hein, là, j'étais pas en train de faire rigoler et tout ça, là, c'était hyper sérieux et pas fa et dur, hein, Mais très ça dur. vous plaisait? Oui, parce que je me rendais compte qu'il y avait un cadre autour qui me coinçait et qui faisait que je devais donner le meilleur de moi-même, sinon je pouvais Mmh. pas y arriver. Donc vous aviez une conscience que vous aviez besoin de ce cadre Oui, pour, j'étais réussir, trop quoi? jeune, si vous Ouais, voulez, ce que j'ai dit ouais. ensuite à mes parents d'ailleurs. J'ai dit: «Vous m'avez lancé trop jeune, je serais resté dans un cadre normal, j'aurais pu faire n'importe quelle grande école». Mmh. Là, j'étais pas motivé parce que j'avais pas ce cadre. Bon et résultat de l'opération, bon, ben, je suis devenu militaire et là, j'ai trouvé ça super et je suis resté dans l'armée pendant un certain temps, vous voyez? Bon et quand je fais le bilan maintenant, quand les gens me disent: «Ah, vous avez été militaire?» «Oui, militaire». «Vous êtes quel grade?» «Eh bah, colonel». «Ah bon?» Et j'ose pas leur dire que j'ai commencé deuxième classe parce qu'ils ont tous ils me disent tous: «Bien sûr, vous avez fait Saint-Cyr, vous avez tout ça». Pas du tout, hein, moi je suis parti d'en bas et l'armée, si vous voulez, c'était une formidable école, hein. Et moi, personnellement, j'ai adoré l'armée, c'est vrai. Alors peut-être par atavisme familial, c'est vrai, mais je pense que pour les jeunes, ça leur manque beaucoup maintenant. Parce que dans l'armée, tout est mélangé, si vous voulez. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil devant l'effort, Mmh. ça dans le sport, on le vit aussi, hein, mais tout le monde est pareil dans toutes les situations Tout le monde et donc galère, c'est dur pour tout le mais monde, oui, exactement, ouais. c'est dur pour tout le monde. Si vous faites une marche, très longue, très dure, ben, c'est dur pour tout le monde, hein. Vous Mmh. tirez la langue, que vous soyez l'officier ou le dernier des malheureux, des Ouais. soldats, tout le monde tire la langue, tout le monde fait la même chose et ça c'est une forme et on vous apprend, hein, comme, c'était Kipling, Rudyard Kipling qui avait dans un poème dit ça: «Quand le chef s'assoit, les hommes se couchent». Donc en plus, comme vous êtes à la tête, vous ne pouvez pas avouer même que c'est dur, que Mmh. ça, hein, parce que vous devez donner l'exemple. Donc, ça vous crée, si vous voulez, une volonté en définitive, parce que vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Mais avec le temps, ça vous l'apprend. À la fin de temps, vous l'intégrez cette Mmh. volonté. Oui, ça devient en fait presque un Ça état devient d'esprit, naturel. ouais. Ça devient naturel. Et moi je reconnais, moi c'est l'armée, j'ai un vieil ami, vous savez, qui a été un grand patron, c'est le patron d'Unilever en France, donc c'est pas rien, c'était un des grands groupes français, hein, qui vient de disparaître et qui avait fait la même chose que moi, même exactement le même type de carrière et souvent on se voyait à Paris, on dînait ensemble et on échangeait là-dessus en disant: «Dans le fond, on était des brillants sujets, comme on dit, d'enfants de bonne famille, brillants sujets, tout ce qu'on veut, mais on était en train de louper notre vie et c'est vrai que c'est l'armée qui nous a donné, qui nous a appris en définitive à nous botter le train, à ne pas baisser la garde, à toujours se remettre en cause, disant: «Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller» et ça, c'est une formidable école et en plus et ça, c'est très important quand ensuite on est dans des entreprises, c'est que ça nous apprenait à vivre avec tout le monde. Mmh. Quand vous êtes avec des gens de tous les milieux, de toutes les origines et qu'on est tous ensemble, eh ben, chacun s'entraide et on découvre très vite que celui qu'on pense pas doué parce qu'il sait pas écrire, il a pas fait, il connaît pas la littérature haute, mais d'un autre côté, il a une résistance d'enfer ou il a une volonté incroyable, Mmh. peut-être parce qu'il pense pas comme vous à plein de choses, mais n'empêche que vous découvrez que chacun a du talent. Et moi, je crois que c'est ça, je pense qu'il faut aimer les gens. Je crois que ce qui me frappe dans le monde actuel, c'est qu'en définitive, on déteste son prochain. Il y a qu'à voir comment les gens conduisent, hein. Ils font des bras d'honneur, ils vous tendent le doigt, ah bah, c'est affreux quoi, hein. Ils vous font des queues de poisson, ils vous insultent, enfin, en définitive, hein, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, mais ils aiment pas les autres non plus. Mais vous trouvez Alain, vous qui avez cette expérience, vous trouvez que le monde a changé? Vous trouvez que sur ce point, par exemple, le monde a changé? Ah oui, oui, parce qu'il y a des choses qui étaient inconcevables. Mais vous savez, moi, c'est d'autres mentalités. Je pense j'ai eu la chance, quand j'étais militaire, j'ai eu la chance à un moment, on m'avait confié le commandement d'une section de gens qui étaient appelés, hein, qui étaient tous des réfractaires. Vous savez, des objecteurs de conscience, des trucs comme ça. J'en avais, on les avait mis chez les parachutistes, donc c'était vraiment Sympa. on avait choisi la crème, hein, bon. Et puis il y en avait et ils étaient mélangés avec des gens qui venaient de la campagne, mais vraiment de la campagne, qui parlaient à peine le français. On parle des années 63, hein, 60-63, hein. Ils parlaient le patois, ils parlaient à peine le français. On avait un problème énorme, c'est quand ils prenaient leur train
depuis leur campagne. Je me souviens des Alsaciens. Ils prenaient le train depuis l'Alsace pour aller jusqu'à Pau, où on était, mais ils se trompaient dans les trains parce qu'ils ne savaient pas lire. Mmh. Ils ne savaient pas lire, ils savaient pas. C'était terrible, si vous voulez. Alors, nous, on les prenait et en définitive, en un an, même pas en 6 mois, parce qu'on avait en 6 mois, on les transformait. On leur apprenait à lire, à écrire. À l'époque, hein, on leur donnait des cours après les classes, un truc, à 5 heures de l'après-midi. Alors les autres, ils allaient se reposer, on disait: «Bon alors vous maintenant pendant 1 heure, allez». Et on faisait l'instituteur, hein. Bon, c'était formidable, parce que quand ils sortaient de là, ben, ils savaient lire et écrire, ils pouvaient prendre le train, ils lisaient un journal, Mmh. leur vie avait changé, vous voyez? Et là, on avait vraiment l'impression, on se disait: «C'est bien» et on le faisait bénévolement parce que c'était normal, c'était l'entraide, si vous voulez, Mmh. hein. Et d'un autre côté aussi, par rapport à tout ce qu'on voit aux banlieues et autres, il n'y avait pas de cadeau, si vous voulez. Malheur à celui qui n'était pas honnête par rapport aux autres. Mais ça se réglait entre nous, si vous voulez. Il y avait pas de il y avait pas. Moi, je me souviens, ça va peut-être vous choquer de vous dire ça, mais moi, je me souviens d'une fois, par exemple, il y en avait dans ma une salle où ils couchaient. Vous savez, c'était des lits à 2 étages. On en avait 25 à peu près dans le même endroit. Bon, il y avait eu le vol d'un portefeuille. Inacceptable, c'est pas bien. Quand on n'est pas nombreux, c'est pas bien. Bah, Bon, qu'est-ce qu'on faisait? On n'allait pas les dénoncer, aller pas à la police et autres, hein. oui, d'accord. Bon, on les laissait entre eux en disant: «Bon allez, vous allez régler vos comptes». On savait qui c'était qui avait fait le coup, bien sûr. On disait: vous réglez vos comptes, on vous laisse 1 heure, vous réglez vos comptes». Je vous garantis que le gars qui avait fait ça recommençait plus, hein. Ça, c'est sûr. C'était Mmh. fini. Mais c'était terminé, plus Ouais, personne ouais. n'en parlait, on avait tourné la page. Oui, c'est ça aussi, vous passiez à autre chose, c'est ça qui est Mais intéressant. oui, et on C'est-à-dire passait à que autre chose. c'était OK, il y a une Mais c'est sanction, mais fini, ça y est, bah, c'est terminé, OK. donc c'est une école, si vous voulez. Et moi Mmh. ensuite, quand j'étais dans les entreprises, ça m'a beaucoup aidé parce que le côté humain, si vous voulez, je savais ce que c'était. Et donc, je sais aussi qu'on ne peut pas demander à des gens des choses qui sont impossibles. On ne peut pas les traiter comme des chiens non plus. On n'a pas le droit, et puis c'est pas bien, hein. Si vous voulez que quelqu'un se fasse le maximum, il faut bien le traiter. Donc et moi, j'avoue, cette époque, elle a été, pour ça, ça a été formidable. Et après, bah, après, je suis passé dans autre chose. Donc, mais cette époque militaire me reste. Bon, je garde un excellent souvenir parce que c'était, oui, il fallait vraiment qu'on fasse le maximum, quoi, hein. Alors après, bien sûr, quand je suis passé dans les services, c'est encore autre chose parce que là, en plus, on apprenait quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui, mais qui c'est toujours pareil. On tourne autour de la même chose. C'est le, comme on n'aime pas les autres, on leur fait pas confiance. Or, tout seul, on peut pas s'en sortir. Ça, c'est une vieille leçon qu'on apprend, que nous enseignaient nos ancêtres, hein, en disant: «On est plus fort à plusieurs que tout seul». Mais nous, on est tellement individualistes dans cette société moderne qu'on ne veut pas prendre conscience qu'à plusieurs, on est plus efficace que tout seul. Et dans les services, dans les forces spéciales, ou si vous voulez, les services de renseignement, l'action, comme on dit, heu, ben, d'abord, on part une équipe. Durant la mission, à un moment ou à un autre, il y en a un qui commande tous les autres. Qu'il soit capitaine, lieutenant ou deuxième classe, c'est le meilleur à ce moment-là qui va Mmh. commander tous les autres. Vous voulez dire que la hiérarchie, peu Il y importe, a plus de en fait, hiérarchie. on décide à un moment donné C'est qu'il la va y avoir un hiérarchie du leader. meilleur. C'est le Et ça, qui meilleur qui. décide qui sera le leader de la situation? Voilà, exactement. Par exemple, si on fait une opération, il y en a un, il sait comment franchir des barbelés ou des barrages électriques ou autres. C'est lui qui, pendant cette partie-là, va commander l'opération. Il y en a un autre qui sait comment poser la bombe. C'est lui qui va commander à ce moment-là. Et ainsi de suite, si vous voulez. C'est-à-dire on apprend à faire confiance, à confier sa vie, parce que là, dans ces Ouais. histoires-là, on joue sa vie quand même, hein. On apprend à donner, à faire une confiance absolue à l'autre, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, il est meilleur que vous. Formidable école d'humilité, hein, d'humilité. Et Ça a qui. été dur parfois pour vous, Alain, Non, de parce que donner cette alors confiance? ça, je l'ai très vite compris, moi. Mmh. J'ai eu de la chance, Il y hein. a pas eu de Il y en a moment où vous vous d'autres êtes dit: qui, peut-être aussi parce que moi, j'avais pas été formaté, si vous voulez, par Saint-Cyr et autres, en arrivant, en disant: «Moi, je suis, «Mmh, officier». Non, moi, j'avais commencé en bas, donc j'avais vu toute l'échelle du bas, et peut-être à cause de ça, mais, pour moi, c'était presque normal, quoi, hein. Et alors, on peut ajouter à ça aussi et ça, c'est aussi une autre vertu, c'est quand vous êtes dans des situations comme ça, où vous faites une confiance totale à un autre, quel que soit son niveau et autres, après se créent des liens mmh, d'amitié
de camaraderie, de fraternité absolument incroyable. Bah, quand, votre vie dépend de quand même, Exactement. Quand votre quelqu'un. vie a dépendu de l'autre et qu'il a bien travaillé, Oui, bah, ça ça crée crée un des petit liens lien, quand même, hein. je peux Ça crée des liens imaginer. et oui, mais c'est très Ouais. important parce que si vous voulez, du coup, il y a ce qu'on appelle la fraternité. La vraie fraternité, c'est ça. C'est d'avoir partagé en commun un certain nombre de choses qui font que on se sent frère. Et beh, frère par le cœur, par le sentiment, par l'expérience, par la vie qu'on a passée, par les moments qu'on a passés et ça et ce qui ça me frappe parce qu'aujourd'hui, je trouve que justement que la jeune génération, elle a oublié tout ça ou Bah, la elle est plus grande assez partie d'entre eux. elle fait pas de service militaire, elle est assez seule au final, cette jeune Ouais génération, on et le beh, mais dit. on aurait pu remplacer le service militaire par autre chose, hein. Mmh. Mais cette notion de faire confiance à l'autre, de voir que l'autre, il est pareil que vous, même s'il est totalement différent, hein, Mais parce que de leur point de vue, eux, par exemple, ils postent un truc sur les réseaux sociaux. Déjà, ils ont l'impression d'être guettés par tout le monde. Est-ce que je vais ouais, avoir un like ou pas un like? voilà, c'est Est-ce que ça. je vais être critiqué? On va dire que je suis mal habillée ou je sais pas quoi. Et c'est ça. Donc, le regard des Ouais, autres, il est pesant dans ce cas. exactement et c'est oui, mais c'est terrible parce que comme vous le dites, quand les gens vous disent vous avez raison, on le voit ça. Les gens vous disent: «Moi, non, moi je peux pas, moi je suis mal habillé, moi je sais pas ci, Mmh. pas ça». Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu es toi, tu es comme tu es, affirme-toi tel que tu es, n'aie pas honte, hein. C'est en s'affirmant qu'on réussit, c'est pas à vous que je vais le dire, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais se détacher du regard des autres, je sais pas si ça a été un Ah sujet ouais, pour vous, mais il faut se mais détacher. c'est quand même un travail parce Ah beh, que bien à l'heure sûr. actuelle, en tout cas, je trouve que c'est pas facile, aussi quand on a des personnes qu'on admire et cetera, de se dire: «Je trace ma route» et je pense que c'est très simple, vous avez raison, Mmh. mais je vois bien que c'est pas mais Non, mais entre c'est pas guillemets, «c'est pas facile, hein, je naturel». vous ai pas dit Ouais. que c'est facile, hein. Et c'est vrai que on a besoin il faut faire un effort sur soi-même, il faut réfléchir. Mais d'un autre côté aussi, je pense que plus vous avancez dans la vie et plus vous vous rendez compte que pourtant c'est ça qui est vrai, Mmh. hein. Alors, oui, ça c'est un p le une deuxième leçon, je trouve, moi, c'est que les gens sont devenus, presque casaniers. Je me souviens de Tapi qui disait à un moment, et Tapi était un personnage particulier, mais qui disait aux gens: «Mais enfin comment? Vous êtes chômeur, il y a des postes qui vous correspondent à 500 kilomètres et vous voulez pas y aller et c'est pas sérieux». Il avait pas tort. Aux États-Unis, ils partent de Ouais, c'est Californie, vrai. ils vont à New York pour trouver un emploi. Ouais, ouais. Personne va vous dire: «Ah non, je quitte pas mon truc» et moi je me souviens alors après quand j'étais patron d'entreprise, moi une fois j'avais fermé une petite usine dans une petite ville. Bon et comme je vous ai dit, moi j'aime pas vraiment, je suis très sensible aux problèmes sociaux des gens, heu, on avait trouvé une autre usine à 20 kilomètres où on reclassait tout le monde. Donc c'était bien, Mmh. ouais. On leur propose, j'ai réuni le syndicat d'entreprise et puis je leur dis: «Voilà, alors on va fermer l'usine comme vous savez, mais on a retrouvé pour vous tous un emploi avec le salaire, tout, votre fonction, à 20 kilomètres. Alors, comme il y aura un déplacement en bus pour y aller le matin et le soir, hein, bien entendu, on tiendra compte de ça pour le temps passé, le temps de travail et autres». Eh ben, 80 des gens m'ont dit: «Il n'en est pas question. Il n'est pas question qu'on aille travailler en dehors de notre petite ville de 5 000 habitants». Oh mais c'est pas sérieux. Le C'était monde, en quelle année ça? attendez, je vais vous dire, moi, c'était en 80, Dans les années 80 quoi? 93-94, D'accord. ouais. Bon, donc ça veut dire quand même, entre guillemets, que les choses ont pas changé tant que ça. Bah, ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est sans doute pareil. Oui, mais c'est ça, si vous Mmh. voulez et ça, c'est terrible parce que les gens, en définitive, ne veulent pas comprendre, c'est le point essentiel, c'est que la vie, c'est une perpétuelle série de remises en cause. C'est très vrai. C'est vrai, hein. Si on n'accepte pas de se remettre en cause régulièrement, si on dit: «Ah non, moi je veux toute ma vie être dans mon petit appartement, mettre mes pantoufles à 5 heures, machin». Moi je peux vous dire ça se terminera mal, hein. Sa vie sera un cauchemar. À la fin de l'histoire, il y aura forcément ce sera un cauchemar, hein. Alors que si vous acceptez de vous remettre en cause, si bien sûr, de manière intelligente, et Et ben alors, ça vous relance. j'ai une question un peu philosophique pour vous. Est-ce que vous pensez que cet état d'esprit de vouloir se remettre en cause, on l'a à la naissance, c'est un peu culturel, etc. Ou pour certaines personnes, dans ce cas, ça veut dire que c'est presque un plaisir et on le sent chez vous, c'est un jeu. On sent Oui, que vous avez aimé avoir cette vie extraordinaire et vous remettre en cause, même si je peux imaginer que ouais. c'était très dur. Mais à l'inverse, certaines personnes, ils sont terrorisés par ça, paralysés par ça. Ça rentre même pas finalement dans leur système de pensée.
Est-ce que Oui. vous pensez d'une certaine manière qu'on peut changer et qu'en fait on peut passer de «je suis quelqu'un qui effectivement a plutôt tendance à rester dans ma zone de Mmh. confort» à «j'accepte ce risque, cette prise de risque permanente de se Mmh. remettre en cause»? Bah, je crois il faut avoir le courage d'affronter la réalité, si vous voulez. Parce que moi, je pense pas quelqu'un qui change, par exemple, qui change d'emploi. Hein, à chaque fois, on est inquiet quand on change. On se demande si ça va bien se passer, comment on va s'entendre avec les autres, comment ça va se passer. Et moi, j'ai fait un certain nombre de postes dans différentes entreprises. À chaque fois que je commençais, je me demandais si j'allais me planter ou pas. Mmh. À chaque fois, hein, je me disais, «Eh, j'y vais, mais est-ce que je vais pas me planter?» Alors évidemment, après quand ça marche, on dit: «Ah, c'est formidable, quelle carrière et tout». Ouais, n'empêche qu'à chaque fois, j'avais peur, mais je dominais ma peur. Et si ça s'était planté, vous vous dites sans doute que ça Je aurait pas été repars, très je grave? repars. Bah, c'est ça. C'est ça Ah qui est non, incroyable avec vous, ouais, mais Alain, c'est moi, qu'on c'est ça. sent Non, mais se planter, c'est normal. Vous ne pouvez pas imaginer dans la vie, ça, c'est aussi une chose, on ne peut pas imaginer dans la vie que quelqu'un ne puisse pas avoir d'échecs, c'est pas possible. Toute personne normalement constituée, à part peut-être des génies encore, toute personne constituée rencontre des échecs dans sa vie, dans un domaine ou dans un autre. C'est pas une raison pour rejeter le bébé avec l'eau du bain. Si vous voulez, bon, vous avez été, vous êtes planté, vous êtes planté. Il y a 2 solutions. Soit vous dites: «Ah, je suis nul, c'est affreux, c'est épouvantable», bon, hein, ou alors vous dites: «Bon, je me suis planté, pourquoi? Ah ben, j'ai pas été bon là ou là ou là». Vous voyez, moi, bon, on parle de choses comme ça. Moi, j'étais quand je suis rentré chez Ricard, hein, après avoir quitté l'armée, hein, je rentre chez Ricard comme inspecteur export. Normal, Ricard à l'époque, hein, la société Ricard, il y avait 1000 personnes, on était 2 à parler anglais, donc pas de problème. Je me retrouve inspecteur export à couvrir l'Afrique, enfin plein de vous pays, étiez déjà agent double à ce moment-là? hein? Vous étiez déjà agent double à ce moment-là? Je sais Ah pas oui, si oui, on à ce dit. moment-là, oui, ouais, 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 Je pose un peu les un petit questions peu, que un petit je peu. me doute que l'export en C'est ça, Afrique, ouais. c'est Ah un bah beau oui, prétexte. exactement. Vous voyez un peu l'export en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, enfin c'était formidable. Bon, mais j'étais petit inspecteur export et j'apprenais. On m'avait mis là parce que je parlais l'anglais, je parlais l'espagnol, donc j'avais un avantage considérable à l'époque par rapport aux autres, hein. Donc je parle de ça fin des années 60, hein, donc Mmh c'est mh. il y a très longtemps, hein. Bon, bon, peut-être parce que je travaillais beaucoup et puis que ça marchait pas mal, bon, je grimpe les échelons. Donc je deviens, bon, patron d'un groupe d'export, puis un groupe de pays, puis je deviens, sous-directeur, puis je deviens directeur de l'exportation de Ricard, vous voyez? Et puis je deviens directeur même de l'exportation du groupe Pernod Ricard. Donc je fais une carrière pas mal, ça marchait pas mal. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis arrivé à ce niveau-là, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bon, quand je suis arrivé chez Ricard, on me disait: «Qu'est-ce que vous savez faire?» Je disais: «Tir à la mitraillette». Évidemment, bon, hein, là Oui. j'étais bon, là j'étais très bon. Mais hein, et faire sauter des explosifs, ce qui est aussi un métier qui est très très sympa, mais qui est pas tellement pour le monde civil, hein, Pour c'est le clair. quotidien, c'est pas Non, pratique. c'est pas pratique, hein. Bon, donc surtout si on le fait dans le lavabo, hein, c'est encore moins pratique. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait derrière? Bon, bah, quand je suis arrivé moi comme directeur, je me suis rendu compte que j'étais très faible. Toute la partie financière des entreprises, la comptabilité, les finances, tout ça, j'étais pas bon. Alors, quand j'étais directeur export, j'ai commencé à m'inscrire dans des stages de 8 jours, de 15 jours, volontairement. Là, c'est pas l'entreprise qui payait à l'époque, il y avait pas de Mmh. formation d'entreprise, hein. Mais je prenais sur mes vacances et je me payais une formation de 8 jours, 10 jours pour apprendre. Ah ouais. Alors, j'ai appris comme ça tout le b.a-ba, si vous voulez, d'un certain nombre de choses. Et puis quand je suis arrivé, quand j'étais directeur export et le groupe m'a dit: «Tu vas devenir directeur du développement du groupe». J'ai dit: «C'est formidable, mais il me manque une vraie formation parce que il y a plein de choses que je connais pas et si je veux être compétitif par rapport aux autres et pas être ridicule, il faut que j'apprenne». Donc je suis reparti à l'école, j'ai fait le CPA à l'époque, hein, donc je me suis mis 3 mois en pension à jouer en Josas, hein, pour vraiment entre 2 postes en disant à mes chefs: «Bon, vous me nommerez dans 3 mois et pendant 3 mois, moi je pars au CPA pour apprendre ce que c'est qu'être chef d'entreprise». Bon, formidable école, j'ai beaucoup appris, je suis arrivé, du coup j'étais crédible à ce niveau-là, Ouais. si vous voulez. Vous voyez? Et ensuite, c'est la même chose qui m'est arrivé après quand j'étais alors un gros groupe qui s'appelait Jacob Suchard, hein, j'avais redressé alors là, je connaissais pas mal de choses, hein. J'avais redressé la branche, chocolat en France et là
les patrons de Suchard me disent: «Bon, bah, maintenant tu vas faire partie du type de développement au niveau du groupe, au niveau mondial». Donc ça, c'était sympa, hein, parce que j'allais négocier les grandes sociétés dans le monde entier à racheter. On était deuxième groupe mondial à l'époque, donc c'était quand même solide, hein. Bon, j'étais ravi, mais je me suis dit aussi: «Mais attendez, mais je suis pas bon moi, hein». Parce qu'il me manque des dimensions, y compris d'ailleurs, même si je parlais anglais et espagnol, y compris de Les toutes langues. les langues au niveau professionnel, hein, Mmh. bon. À ce niveau-là, hein, au niveau quand vous négociez un rachat de grands groupes et autres, c'est pas bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai demandé, ils m'ont gentiment d'ailleurs là, ils me l'ont payé, ils m'ont envoyé à Stanford aux États-Unis où j'ai fait, 4 mois de formation avec des gens de tous les pays du monde, c'est formidable d'ailleurs, hein, où j'étais alors je suis ressorti de là en étant au top, si vous voulez, de voilà. Et en plus, moi qui je faut quand même le voir, hein, je n'ai pas passé un seul diplôme puisque comme je vous ai raconté, en fac, je foutais rien, donc chaque fois je me plantais. Les Ouais. militaires, c'était bon, un diplôme, être officier de Oui, réserve, bon, c'est pas un truc extraordinaire. Bon, je suis Ricardo, donc j'avais rien, si vous voulez. J'étais, comme on dit, et vous arrivez à une Stanford, partie c'est pas mal. d'autodidacte. Et puis quand j'ai commencé à mettre HEC, MBA, HEC et Stanford, alors on a dit, et l'on dit encore aujourd'hui, ah mais lui, c'est un intellectuel. Vous voyez? Ouais. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, je me suis remis en cause quand même, hein. Mmh. Non, mais et puis au-delà de ça, moi, ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est que non seulement on n'a rien sans rien et que vous avez été chercher votre Ouais, chaque chance, fois. parce qu'en fait, on Avec se les pose dents, sou j'ai été chercher avec exactement, les dents. avec les dents. Enfin, Avec les franchement, dents. faut quand même remettre en contexte, je veux pas trop vous flatter, mais vous aviez 2 jobs en même temps, donc quand même pour ceux qui nous Mmh. écoutent, le job par exemple, c'est chez Suchard et Mmh. puis le job pour l'État. Oui, Donc, «nuit et jour» entre guillemets et en plus de ça, pendant vos vacances, vous faites de la formation et puis vous avez une famille à ce moment-là absolument. en Ah plus. ouais, mais la famille était formidable. Bah, il faut parce que Ma là, famille suivait ma femme, elle était formidable et elle m'a toujours, encouragé, accompagné, suivi. J'ai je jamais suis eu de quand même problème. obligée de vous poser la question, au niveau de l'énergie. Comment cette énergie, elle est naturelle chez vous? On sent cette soif d'apprendre, de se remettre en cause qui fait que vous la trouvez l'énergie. Mais je veux dire, il y a des personnes, c'est fou d'ailleurs quand on y pense, qui font beaucoup moins et qui sont épuisées et à l'inverse, vous faisiez autant et pourtant, je pense que vous en aviez encore sous le pied pour, organiser plein de choses et cetera. C'est Oui, oui, mais fascinant parce ça. que je m'écoute pas. Vous savez, tout le monde a envie de s'arrêter, hein. La sieste est plus attractive, hein, que de faire de la course à pied, hein. Et ce qu'il y a, c'est que si vous avez une volonté de vous dites: «Il faut non, je peux pas m il faut que je fasse ça». Vous avancez, vous le faites. J'ai pas Heu, le choix en fait. j'ai pas le choix. Moi, je me suis toujours mais ça, c'est mon grand-père qui m'avait appris ça, Qu'est-ce hein, qu'il vous avait dit? tout petit, il m'avait appris, il y a pas de problème, c'est marche ou crève, si vous voulez, hein. Sinon tu es pas digne c'est pas digne d'être un homme, quoi, c'est pas donc alors c'est un peu dur, certes, mais c'est efficace, hein. Par contre, comme je vous l'avais dit, d'ailleurs la première fois, je crois me souvenir, mais par contre mon autre grand-père, lui, qui était un grand intellectuel, un médecin, un chirurgien et très gentil, très humain et bon, qui opérait plein de gens gratuitement quand ils étaient pas riches. En fait, c'est vraiment un homme exceptionnel. Alors d'un genre totalement différent de l'autre, il m'avait appris aussi le fait qu'il faut savoir tendre la main, Mmh. qu'on est là pour, s'entraider, que bon, mais aussi on doit se cultiver, on ne doit pas se laisser avec, je dirais, un intellect qui ne bouge pas. Il faut s'améliorer, voilà, intellectuellement comme pour le reste. Alors c'est pour ça, donc tout ça mélangé, bah, ça donne effectivement qu'à ce moment, je disais: «Bon tiens, il faut quand même que je me perfectionne là-dessus, donc je vais y aller», hein. Et puis bon, alors je disais à ma tendre épouse: «Eh ben écoute, cette année, on part pas en vacances à tel endroit, je pars 8 jours» et comme ça coûte cher en ayant ce genre d'études, je pars 8 jours, mais elle me disait: «Bah c'est bien parce qu'après tu pourras être meilleur dans ton poste». Elle avait raison et puis moi, on savait, on s'entendait bien, on savait très bien que c'était pour ça. Donc oui, mais vous voyez cette remise en cause, cette volonté de ne pas céder à je dirais à la paresse ou à Puis à la la zone de confort ouais, quoi, la c'est zone de confortable. confort, hein, de Mmh. sortir de sa zone de confort, c'est formidable parce que, on découvre plein de choses. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme message aux personnes qui nous écoutent? Je suis sûre qu'il y a plein de personnes, et moi la première, qui ont envie de sortir de nos zones de confort. Et même moi, je pense que je fais plutôt partie des personnes qui en sortent Mmh. souvent. J'aime un peu me Ouais, faire mal ouais, vous en aussi. sortez pas mal vous, d'après J'aime ce bien que me je faire sais, mal, oui. Oui. mais c'est dur.
C'est dur de toujours le faire quand même, dans le temps. Ah oui, mais c'est ça le problème, c'est que Et puis ça ça fait s'améliore. mal. Ça reste toujours C aussi dur, je trouve, mais ça alors je peux pour mon vous dire, ça échelle. reste tout le temps dur jusqu'au bout, Ah hein. bah, c'est ce que je voulais vous demander. Jusqu'à non, ça continue, C'est ça terrible. continue. Mais vous savez, c'est quand on fait un marathon, quand on fait le marathon, moi, j'ai fait des marathons pendant une certaine période de ma vie. Je trouvais ça formidable avec 2 copains, on s'entraînait comme des bêtes et puis après on faisait les marathons et comme on aime bien, je travaillais dans la journée, on faisait ça, on courait là le soir, on courait bon, très bien, pour s'entraîner, hein, parce que le marathon, il faut Oui. faire aller pratiquement, 20 au moins 20 kilomètres 2 fois par semaine et 25-30 la troisième fois. Donc c'est quand même pour arriver à courir convenablement, quoi, hein. Bon. Mais dans le marathon, les gens vous disent qu'on prend goût au marathon parce qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit le corps sécrète ce qu'on appelle les endomorphines, hein, et qu'en définitive, c'est une espèce de drogue. C'est une drogue, qui fait qu'on est alors que c'est une douleur le marathon parce que Ah bah, c'est pas oui. humain, quoi, hein, c'est pas humain. Bon, n'empêche que, hein, c'est comme ça et bien là, c'est pareil. Je crois qu'on y prend de sortir de sa zone de confort, au bout d'un certain temps, on y prend goût parce qu'on se dit: «Ah, bah, j'ai réussi à le Mmh. faire, je continue à réussir à le faire, c'est bien». Donc ça vous encourage, c'est dire, bon, vous n'êtes pas en train de tomber, comme, comme d'autres dans la paresse et la facilité. Non, non, vous êtes capable encore de vous remettre en cause, de dire: «Bah, tiens, je vais faire ça, je vais y aller», heu et ça c'est bien et je pense que vous voyez et en plus, ce que je pense aussi, c'est que ça vous permet à partir du moment où vous assumez ce que vous êtes, que c'est ça, hein, en sachant de temps en temps sortir de zone de confort, en se remettant en cause, hein, on apprend à s'assumer tel que l'on est, avec ses défauts, ses qualités, ses faiblesses, parce que tout individu, il a tout, hein. On n'est pas des super-hommes ou des superwoman ou des superman, hein. Il y a que dans les dessins animés, hein. Bon, chacun a ses failles. Mais justement, je trouve que avec ça, on arrive à être, on est bien dans sa peau en définitive. Oui, parce Et on on s'assume, s'assume. avec ce qu'on dit, on parle, on explique ce qu'on pense, on dit aux gens alors il y a des gens qui disent: «Ah quand même, vous dites ça et ça». Bah oui, mais attendez, mais moi, qu'est-ce que je crains? On sent pas trop de peur chez vous, mais je le dis d'un Ouais, point de vue ouais. positif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que comme le regard des autres, par exemple, vous en fichez, Ah totalement, ce qui est très bien vraiment. et c'est une grande force. On sent que vous acceptez d'être 100% entier, de dire ce que vous Oui. pensez et ça, je pense que c'est très rare et notamment à l'heure actuelle et donc je serais curieuse de savoir, je ne sais pas si vous auriez des idées de conseils à donner à des personnes qui nous écoutent, des conseils, des astuces, enfin, comment vous faites pour vous mettre dans cet état d'esprit? Parce qu'il y a tellement de personnes qui, avant même de se lancer dans quelque chose qui pourtant les excite, leur donne envie, sont rongées par des peurs et qui donc ne Mmh. vont en fait, la peur dépasse, si vous voulez, l'envie et donc ils ne font rien et ça, c'est C'est vrai, terrible. mais d'un autre côté, il faut pas être trop fort, trop vite, si vous voulez. Si Mmh. quand à 20 ans, si vous agressez le monde entier, Oui, bah, ça va mal se c'est vrai terminer, hein. aussi. Donc il faut savoir doser un peu son comportement aussi par rapport à son environnement et à la situation qu'on a, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis un vieux monsieur qui a plein d'expériences, qui a vécu plein de choses. Donc quand je dis les choses, il y a ceux qui disent: «Ah, c'est intéressant», il y a les autres qui disent: «Bon, il est déjà à moitié gâteux, c'est fini, quoi». Bah, non, mais c'est Je pas suis pas sûre grave. qu'il y ait grand monde qui se Ouais, dise mais ça de c'est pas vous, mais bon. grave, ça me laisse froid, moi, hein, ça me Ouais, laisse froid, hein. L'autodérision est importante, hein. ouais. Ne pas se prendre au sérieux surtout, parce que ça c'est un vrai risque. Mmh. C'est qu'on voit beaucoup aujourd'hui, hein, mais il y avait déjà avant, ça a toujours existé ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui, à partir du moment où ils ont une petite réussite, pensent qu'ils ont du génie. Mmh. C'est pas vrai, hein. Le génie, c'est réservé à quelques-uns, encore on n'en voit pas beaucoup, hein. Il y en C'est a vrai. quelques-uns dans un siècle. Donc il faut être raisonnable. On n'est pas géniaux. On peut avoir réussi un certain nombre de choses, tant mieux, hein. On n'est pas géniaux. Donc il faut apprendre l'humilité, profil bas, si vous voulez, de ce côté-là. Ben, ça c'est et ça aussi, ça compte. Parce que moi, je vois quand je vois certains surtout quand on sort des grandes écoles, hein, je vois certains qui sortent des grandes écoles et c'est pas une critique de ces pauvres c'est qu'ils ont été mal formés par les gens qui les ont formés. Mais il y a des fois où quand ils arrivent, en disant: «Bon attendez, moi je sais, moi je comprends tout, je suis le plus fort», les bras vous en tombent parce que vous dites: «Mais attends, mais d'où il sort?» Mais c'est un vrai sujet, hein, je trouve, en plus souvent qui est théorique. Mais vous savez, je vais vous Ah ouais, partager ouais, une anecdote, exactement. personnelle. Quand Ouais. Il se trouve que j'ai fait Normale Sup, donc qui est une école Ah ouais, prestigieuse, ouais. nin
Je suis arrivée et je veux pas jeter la pierre, mais je me rappelle et ça m'avait choquée à l'époque que la personne qui nous avait accueillis nous avait dit: «Vous êtes l'élite de la Mais France» c'est ça, mais je l'ai et moi je entendu m'étais aussi. Bah, je dit, peux vous dire, je l'ai entendu à HEC moi, où j'en ai ouais, parce qu'après avoir été faire un stage à HEC, après il s'est trouvé que j'ai donné des cours parce que mmh comme je commençais à connaître pas mal de et choses, après je j'avais pense beaucoup que travaillé, je ça donne des cours, puis ça m'intéressait de réfléchir à tout mmh, ça. Mais j'ai entendu aussi, j'ai bah, ça entendu: brouille «Vous le êtes cerveau l'élite de de la France». penser ça. Oh, On vous il y dit a ça, vous êtes un gamin de 21 ans, bah, attendez, forcément après après vous vous dites: «Ça y est, je suis un génie». Bah, c'est pas vrai mmh, et je pense qu'on ne rend pas service aux jeunes en leur disant ça, parce qu'en leur faisant croire qu'ils sont les meilleurs de tout le monde, du même coup, ils se battent plus. ouais Pourquoi voulez-vous vous battre puisque vous êtes le et meilleur? puis dès qu'ils ont un échec, ils se mettent en Ah victime. bah, à ce moment-là, c'est la fin. Mmh. Parce qu'ils sont pas capables de le prendre, alors c'est la dépression, c'est Alors la je suggère à toute démoralisation et personne de tout. créer une dans ce cas, de créer une entreprise parce que ça rend assez humble Mais oui, mais c'est ça, non puisqu'on se prend quand même beaucoup de problèmes. un vrai chef, pas un chef de grande entreprise parce Oui, que là, ils sont dans un environnement différent. Mais un chef de de petite PME, ouais. entreprise, de PME qu'on développe et autres, mais il passe des moments épouvantables avec tout ce qui se passe, avec les remises en Ah cause, ouais, avec ouais. les difficultés, la trésorerie, enfin tout y passe. Bon, le client, enfin tout, quoi, hein. Bon, c'est sûr que quand vous êtes à ce stade-là, vous apprenez plein de trucs. Mmh. Moi, j'ai adoré quand je m'occupais du quand j'ai après Ricard, hein, bon, on va dire ça a été dire fantastique parce que j'ai quitté Ricard, bon, pour une raison d'ailleurs qui était une injustice totale. Mais on apprend beaucoup des injustices. C'est vrai, quand on sait les digérer, quand on sait s'expliquer, hein. Bon, moi, j'étais désigné par tout le monde dans la société Ricard, je devais remplacer j'étais directeur général commercial. Donc oui, j'avais fait toute la chaîne, hein. J'étais parti en Bah bas, ouais. j'étais directeur général commercial et on m'avait dit: «Tu vas être le président, puisque tu es le plus expérimenté, tu seras le président». Et puis comme on a fait la fusion Pernod Ricard, Ouais. à un moment, les actionnaires ont dit: «Bon, pour équilibrer tout ça, on va mettre quelqu'un de chez Pernod comme président Ricard». Logique, hein? Bon, ben, le sort évidemment est tombé sur moi. Mon actionnaire et mon président m'ont dit: «Ben, toi, tu peux plus être président». J'ai dit: «Mais attendez, vous avez annoncé à tout le monde que Bah je vais si. l'être, donc je suis obligé de démissionner». «Ah bah oui, tu t'en vas». OK. Bon, c'est dur, hein? Ah, sur le coup, vous Moi, devez j'avais v 19 ans de Ricard, hein, j'ai passé 19 ans chez Ricard. et vous l'avez vécu comment? Ah ben, j'ai quand même eu un choc, hein, parce que quand ils m'ont annoncé ça, c'était à Marseille. J'ai pris l'avion le matin, j'étais à Marseille, j'étais à Paris. Et ils m'ont annoncé ça à 11 heures. J'ai repris l'avion l'après-midi, j'avais rendez-vous avec ma femme pour aller au cinéma. Je suis arrivé en retard au cinéma, je m'installe à côté d'elle, elle me dit: «Ça va?» Je lui dis: «Moyen, je viens de me faire virer». Oh là là. Bon, vous aviez Puis techniquement démissionné? voilà, oui, bon, mais comme je dis, bon, mais bah, je me suis dit: «Il faut faire face, hein, il y a pas de Mmh. problème» et j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que je dis: «Il faut toujours saisir les occasions» parce que je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais moi?» Je savais pas moi et je vais voir des chasseurs de tête parce qu'on m'a dit: «Il faut que tu voies les chasseurs de tête». Puis il y en a un qui était un bon chasseur sympa. Il m'a écouté, je lui ai expliqué ce que j'avais fait et tout. Il m'a dit: «Mais vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est du développement, de la relance d'entreprises en difficulté. Votre truc, c'est de relancer les entreprises parce que vous avez la mentalité, le moral, tout pour ça». Brillant chasseur, Ouais, brillant, franchement. il avait bien compris, hein. Mmh. Il m'a envoyé chez Jacob Suchard où effectivement, en 18 mois, je leur adressais une filiale qui perdait de l'argent depuis très longtemps. Et je me suis dit, moi-même, me suis dit, alors j'avais la trouille quand j'y étais parce que c'était nouveau et Bah tout. oui. Et puis en plus, c'était une boîte internationale. Mais après, quand j'ai eu redressé la société, je me suis dit, mais il avait raison l'autre. C'est vrai que je sais faire. Vous voyez? Mmh Et, et c'est après comme ça que vous avez et fait puis Marks& après, j'en ai fait Spencer et plein tout? d'autres. Ouais. Mais à chaque fois, je reviens au chef d'entreprise, à chaque fois que j'allais quelque part, ben, quand on arrive et que vous êtes devant une entreprise qui est en difficulté et que vous vous dites, bon, ben, il faut que j'arrive à la redresser, comment je vais faire? Et vous savez pas comment ça se passe. euh, Et ça, vous commencez comment? Vous allez sur le terrain, j'imagine déjà ah ben, aussi? ça dépend, c'est très variable. Mmh. Je peux en raconter une pour vous faire sourire. Quand j'ai pris Mark Spencer, ça c'est un magnifique souvenir. Marks& Spencer, c'est une boîte anglaise, donc il y avait vous connaissez, des magasins Bien sûr. partout. Ils avaient en France, ils avaient Très, dit très gros à très l'époque en gros, plus. très gros. Alors c'était le plus grand groupe de distribution en Angleterre. Ils avaient décidé de fermer leur filiale en Europe et en particulier en France. Bon. Ils s'étaient débrouillés comme des manches. C'était à l'époque du gouvernement Jospin. Martine Aubry était ministre du Travail, donc en plus, c'était vraiment un moment Un où il fallait climat de faire, confiance entre oui, Français. climat de confiance envers les entreprises. Donc, ils annoncent la fermeture de leurs magasins en France. Mmh. Une catastrophe. Bon. Et c'était la panique parce qu'ils ne savaient plus que faire. Donc, il demande à un de mes copains,
il demande si, il veut y aller. Mon copain dit: «Non, non, moi non, vous êtes fous avec ce qu'ils ont fait et tout, c'est pas la peine» et puis le copain dit: «Mais tu devrais demander à Juillet, peut-être que lui, C'est un fou, il va dire oui, ouais, il est suffisamment fou pour y aller». Bon. Alors d'abord, je lui dis: «Non», parce que je quand connaissais comme même. les autres, voilà. Et il me dit: «Oh mais venez en Angleterre, à Londres, on va discuter». Alors moi, je suis allé à Londres, on a discuté et puis à un moment, j'ai vu une faille dans ce qu'ils avaient fait, si vous voulez, s'ils oubliaient ils connaissaient pas les lois françaises. Donc D'accord. il y avait une faille sur le fait que, en réalité, quand vous fermez un magasin, ou vendez un magasin, vous devez tout le personnel Le est repris replacer. par le repreneur, Ouais, d'après la d'accord. loi, hein. Bon, ça, ils savaient pas, donc moi je leur ai dit: «Mais attendez, vous savez pas, vous avez des problèmes de personnel, il y a ça, il y a cette loi quand même, hein. Il faut trouver certes des gens qui rachètent, mais on peut trouver des solutions». Ah, ils m'ont dit: «Écoutez, alors vous allez faire ça, vous allez vous débrouiller, très bien». Ben, regarde, écoutez la suite. On est le vendredi, je suis à Londres. Ils me disent: «Mardi matin, on convoque le conseil d'administration à Marks& and Spencer, qui était au-dessus des Galeries Lafayette à Paris». Mardi matin, je vais à leur hôtel qui était à côté. Je récupère à 8 heures, on discute, ça va, vous êtes toujours content et tout. À 9 heures, on se retrouve, conseil d'administration. Il y avait eux, les actionnaires anglais, il y avait le directeur temporaire qui était un Belge qui était là, et 2 membres du comité d'entreprise. Il y avait une jeune femme, qu'après j'ai une fille formidable, une fille de FO, qui était venue avec un pantalon camouflé, ou tenue camouflée pour montrer qu'elle n'était pas prête à céder, hein. Et l'autre, qui était encore une fille formidable, qui était une CGT, excellente négociatrice ensuite, hein, et qui était aussi une dure à cuire. Donc, je me retrouve avec ces gens-là, et là, ça a duré 5 minutes. L'anglais dit: «Voilà, en tant que président du conseil d'administration, nous avons décidé de nommer monsieur Juillet comme président de la France, enfin président de la direction générale version Ouais. France, hein. Donc il prend le pouvoir à partir de maintenant, il a tous les pouvoirs». Et puis il dit: «Ben, la réunion est terminée». Il ferme son truc, il se lève, il me dit: «Good luck» et il part. OK. Je me retrouvais, alors les 2 syndicalistes, elles s'en vont aussi, hein, en regardant d'un œil pas très sympathique, hein, et je vois le Belge et je lui dis: «Bon alors, cher ami, vous allez, ben on va collaborer ensemble». Mais il me dit: «Ah non, pas du tout. Ah non, moi j'en ai par-dessus la tête de cette boîte, je pars tout de suite, j'attendais que vous arriviez, ma valise est dans le bureau». Alors on part à son bureau qui était à côté, hein, il me dit: «Vous voyez, j'ai ma valise, bonsoir, bonne chance» et il part. Je ne connaissais rien, absolument rien à la société. Alors, je me suis retrouvé, il était 9h15 quoi, hein, tout seul dans un bureau, Un une quart d'heure, le société tour que est je joué. connaissais pas. Rien, on m'avait rien dit, hein, à part le fait qu'elle avait des difficultés, ce que j'ai dans la Ça fait presse. un peu guet-apens cette Je histoire. sors, oui, oui, je sors du bureau, je vais à côté, je vois une jeune femme qui était là dans un bureau. Je lui dis: «Vous êtes qui?» Elle me dit: «Je suis la secrétaire du directeur». Ah, je lui dis: «Bonjour, ben voilà, C'est je suis le moi. nouveau, c'est moi», hein. Ah, elle me dit: «Ben enchanté». Alors je lui dis: «Écoutez, vous allez faire quelque chose, hein, on va partir ensemble faire le tour des bureaux, vous me présentiez tout le monde, puisque je connais personne, hein». Vous voyez? Et ben voilà comment on reprend une affaire dans Ah certains bah, cas. faut être adaptable. Exactement, c'est ce que je vous dis. Et ben, on a réussi un super coup en 1 an et demi, parce que je m'en vanterai toute ma vie, parce que tout le personnel a été recasé. Or, à l'époque, Marks& and Spencer, hein, c'était 21 nationalités différentes, hein, comme Mmh. les boîtes anglaises, ça vient de gens de partout. Et ces pauvres gens, il faut les comprendre aussi, il faut être humain. La plupart d'entre eux, ils savaient que s'ils étaient licenciés de Marks& and Spencer, ils avaient aucun espoir de retrouver un boulot en France, pendant longtemps. Donc, ils étaient affolés. Mmh. Donc, je me suis trouvé devant une population de gens qui étaient paniqués, Ouais. la plupart en disant: «Mais hein, c'est la fin, quoi, hein, c'est la fin». Eh bien, on a imaginé des solutions, on a fait des trucs, mais à la fin, tout le monde a été reclassé, ou ceux qui n'ont pas été reclassés, parce qu'on les a renvoyés dans leur pays avec une somme pour construire quelque chose là-bas. Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait. On a fait plein de trucs nouveaux, modernes, qui ont d'ailleurs servi à plein d'autres entreprises après. Là, j'ai fait vraiment on a créé plein de trucs, hein. Et même Martine Aubry a dû reconnaître qu'on avait été impeccable, hein, alors que Dieu sait si au début, elle ne voulait même pas me parler. Ouais. Vous voyez? Donc mais c'est ça, donc pour vous dire que Bah, ce que les ça risques, veut on les prend, on ne sait pas toujours le risque qu'on prend, mais comme disent les parachutistes, hein, qui ose gagne, hein. qui ose gagne et puis ce que je retiens aussi, c'est que en fait, vous vous mettez pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, quand il faut trouver une solution, qu'on a décidé qu'il faut trouver une solution, Et ben, on la trouve. eh ben, on finit par la trouver et on contourne, Exactement. on passe par l'avant, l'arrière, la porte, le grenier s'il faut, mais vous trouvez la Et vous solution, voyez, quoi.
dans cette histoire-là, c'est amusant parce que je vous disais, mes syndicalistes, c'est amusant, pas maintenant quand j'y pense. À l'époque, c'était pas amusant Oui, je du peux tout, hein. imaginer que c'était pas très drôle. Il y avait, j'avais que des femmes comme chefs syndicalistes dans et elles étaient dures, hein, très dures même, très, très dures. Mais elles avaient raison, elles défendaient leur vie quand même, leur vie professionnelle, hein. Bon bon, je commence. Première réunion avec tout le monde, donc avec le comité d'entreprise et puis, ben, je leur dis: «Voilà, voilà ce que je veux faire». Après avoir regardé bien sûr, hein, tout. Je dis: «Voilà ce que je veux faire et voilà comment je vais m'y prendre». C'est pas vrai, on nous ment depuis toujours et Oui. tout. Bon, Bon, normal. Bon, je leur ai dit: «Écoutez, moi, je vous propose un truc, je vous ai dit où je vais aller et maintenant je vais vous donner les étapes intermédiaires, à dire que tous les mois, voilà ce qu'on va voilà mon objectif pour le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Alors à chaque fois, on va se retrouver et vous me direz si j'ai atteint l'objectif ou pas. mmh. Ah ouais, Le premier mois, c'est de la chance. objectif rempli. L'objectif rempli, mais c'est de la chance. D'accord, Voilà, c'est de la chance. Au deuxième mois, il y en a qui ont commencé à dire: «Mais, il dit peut-être des choses vraies et sérieuses». finalement. Au troisième mois, c'était bon. Au quatrième mois, ils avaient tous avec moi. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Ah ouais Important ça. et pourtant mais ça a été aussi des moments difficiles, alors pour vous faire sourire, hein. Un jour, ils étaient très énervés quand même, ça se comprend, hein. Bon et un jour, ils décident, c'était pas encore là, mais c'est devenu la mode après. Ils décident de me bloquer dans mon bureau. Vous savez, on bloque en grande manifestation, ils montent à l'État, très bien et on met dans mon bureau, bon et toutes les 3 heures, ils me faisaient sortir du bureau pour aller dans la salle de conseil d'administration, hein, en me disant: «Bon alors, vous allez signer ça et ça» et sur le jeu, je ne rien du tout parce qu'en plus, ils ne savaient pas très bien à qui ils avaient affaire. Donc là, ils se Mmh. trompaient, Mmh. c'est pas par la menace qu'on va me faire signer quoi que ce soit. Donc alors je dis: «Non, moi je signe rien». Bon, ça a duré, toute la soirée, la nuit et ils sont restés, la plupart sont restés et ça me faisait de la peine parce que je les voyais, les gars qui étaient là encore, c'est une chose, mais quand on voyait les femmes, quand on sait qu'elles ont des Ouais. enfants et autres, ça fait quand même réfléchir. Alors j'ai une petite idée là qui était pas mal, c'est à 6 heures du matin, j'ai appelé le café qui était en bas des Galeries Lafayette, à côté des Lafayette. Je lui ai dit: «Bon, dites donc, vous allez monter» au 7e étage on était, hein, «vous allez monter des croissants et des pains au chocolat et du café et du chocolat, hein, pour 80 personnes». Alors bon, le gars il monte avec toi, il monte, ils arrivent à l'entrée où il y avait bien sûr les syndicats qui Les mecs gardaient. allongés. Il y en a un qui dormait mal, qui avait passé la nuit Oh là blanche et là. tout, qui voit arriver, il dit: «C'est quoi ça?» Il dit: «Ben, c'est le directeur qui a dit qu'on vous amène ça». Ça les a étonnés quand Mmh. même. Tu Moi, peux ils m'avaient enfermé depuis la veille et puis moi, je faisais ça pour eux. Alors ils sont venus me voir bien sûr, en me disant: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» Je lui dis: «Mais je suis pas là pour vous acheter, mais j'ai pitié de vous. Bon, vous défendez votre point de vue, c'est votre droit. Moi, je défends un autre point de vue, c'est mon droit aussi, mais je vais pas pour autant, je vous déteste pas pour mmh. autant». C'est Et bien ben, c'est ça comme ça que aussi, si vous voulez, cette peu à idée du peu, à débat la fin constructif. et je vous raconte pas la fin de l'histoire, c'est que quand on a vendu, on a réussi un truc magnifique, hein. Il y a vraiment à tout point de vue, ça a été superbe, hein, les gens et tous étaient préservés et 2, 3, 4 mois après, moi, c'est mes plus beaux souvenirs de ouais, un des plus ma vie professionnelle, si vous voulez, hein. Un des plus beaux souvenirs, ça a été j'étais dans la rue avec ma femme, je vois 2 personnes, 2 gars étrangers, hein, qui traversent la rue, ils viennent vers moi, ils me disent: «Merci». Et ben, vous savez, c'est très fort. Ça vous prend aux tripes. On se dit: «Mais on a fait quelque chose qui était bien». Et moi, je pense dans la vie, c'est un autre point, puisqu'on parle, je pense qu'il faut régulièrement faire des choses qui vous permettent de vous dire: «Je suis quelqu'un de bien». Des fois des actes gratuits ou pas gratuits d'ailleurs, mais peu importe, mais des choses qui font que vous vous valorisez, vous vous comportez, si vous voulez, bien en être humain, autre. Alors ça peut être de transmettre, hein, ça peut être d'aider, hein. Bon, moi aujourd'hui, je passe, tous les jours au moins, je passe au moins 1 heure ou 2 à recevoir des jeunes, quand on me téléphone et qu'on me contacte, ou moins jeunes d'ailleurs, et qui me demandent des avis, des conseils et autres. Bon et je le fais bien entendu bénévolement, hein, parce que je trouve que c'est normal, c'est mon devoir aussi de les aider un peu. Vous voyez? Mais ça fait qu'on se sent fier aussi, je pense, non? Ouais, mais peut-être. Écoutez Alain, je vous remercie. Franchement, on pourrait continuer pendant encore très longtemps, je pense, parce qu'il y a tellement de choses. Franchement, je suis,
Je suis assez touchée pour tout vous dire, par tout ce que vous me dites et je vous remercie. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que c'est en fait, c'est des valeurs simples, Oui, mais justes et vraies et qui fait mais c'est les que vraies valeurs, hein, c'est et puis ça. qui fait que la vie est On a dans le intéressante. monde actuel, on est dans une société dans laquelle ce sont des fausses valeurs partout. Dans tous les domaines, le bling bling si vous voulez. Moi je suis anti bling bling, ça c'est vrai. Parce que le bling bling, je comprends, hein, que des gens aient besoin de paraître, tout ça, c'est normal, hein. Il y en a qui ont besoin et c'est très bien comme ça et c'est tant mieux, hein. C'est pas moi qui vais les critiquer. Mais je pense que dans la vie, et c'est pour réussir en particulier, pour bien réussir sa vie, je pense il faut quand même se raccrocher aux vraies valeurs fondamentales de l'être humain, hein, dans tous les domaines. Et plus on arrive à être en symbiose ou ouais, en phase avec ces valeurs, alors mieux on se porte. On n'a pas besoin de faire de la repentance parce qu'il n'y a pas de repentance à avoir. On n'a pas besoin de regretter des choses parce que la vie est faite d'échecs et de redémarrage. On a besoin dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, et on se dit à la fin, on a fait ce qu'il fallait faire. S'il y avait quand même quelque chose à faire différemment, si jamais vous pouviez faire quelque chose différemment, qu'est-ce que vous changeriez? Ah moi, il y a 2 choses, je m'en rends compte maintenant, mais c'est vrai que j'ai mené une vie où j'étais toujours dehors, hein. J'ai couru partout, j'arrêtais pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Je travaillais beaucoup. Alors je dors peu, ça c'est vrai, c'est un avantage, hein, mais je travaillais beaucoup et c'est vrai que, par exemple, je suis passé à côté de mes propres enfants pendant très longtemps. Après, je les ai récupérés plus tard. Mmh. Mais j'avoue que ma femme s'est occupée de mes enfants pendant très longtemps et moi je les voyais, mais j'avais pas le temps de m'en occuper, de m'intéresser à eux. Alors que maintenant, et mes petits-enfants le disent en riant d'ailleurs, ils disent: «Nous, dans le fond, quand on était petits, on t'intéressait pas, mais dès qu'ils commencent à avoir 15, 16 ans et qu'ils commencent à avoir des possibilités de travail et autres, alors là et c'est vrai, là, je me passionne pour ce qu'ils font». Voilà, donc j'ai loupé ça, je l'ai loupé, hein, mais j'essaie de me rattraper donc c'est faute de m'y avouer, hein, et Exactement pardonner. et pardonner. Alain, quelques dernières petites questions pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez beau dans la vie? Soit au sens esthétique, soit au sens, métaphorique, enfin, qu'est-ce que vous trouvez beau? Il y a plein de choses. Moi, je m'émerveille devant un lever de soleil ou un coucher de soleil, hein. Il y a quelques jours, j'ai pas quelques jours, non, il y a quelques mois maintenant, j'étais pas en Tahiti, hein. Il y avait un coucher de soleil magnifique sur Moorea en face, avec des couleurs comme il y en a dans le Pacifique. Bon, c'est formidable. Quelle Bon, chance. voilà, moi j'adore un livre comme Saint-Exupéry, j'adore Le Petit Prince. Bon, je Mmh. trouve que c'est vraiment un livre formidable à tout point de vue, qui fait méditer, qui fait réfléchir. Bon, je lis Le Petit Prince, ou un passage du Petit Prince, je suis content. Rien que de voir le dessin, fait par Saint-Ex, hein, du Petit Prince, avant qu'il aille voir son mouton ou qu'il dessine sa rose, c'est oui, moi j'adore aussi, j'aime bien par exemple d'aller dans des musées, mais j'y vais en général, j'aime pas y aller en bande, hein, j'aime bien aller tout seul. Faire et aller dans les musées, je vais pas regarder tout, il y a des choses qui m'intéressent pas, c'est pas mais il y a certaines salles, par exemple certains peintres ou autres, où je vais aller pour voir, pour revoir, heu, des choses qui m'inspirent, mais il faut si vous voulez, c'est comme pour la musique, c'est comme tout, heu moi, je suis quelqu'un qui réagit. Il faut que je ressente quelque chose pour réagir. Je suis incapable de vous dire: «J'adore l'art moderne parce que c'est formidable et tout». Non, même si, ça vaut très cher, même tout ça, hein. Mais je vais voir Soulages, le musée de Soulages à Mmh. Rodez, la variation sur le noir, je suis admiratif devant un homme qui toute sa vie et qui a consacré toute sa Mmh. vie à chercher quelque chose à partir d'une couleur et de voir toutes les variations possibles. C'est extraordinaire. Je serais incapable de faire ça, mais je trouve que c'est extraordinaire et ça me touche parce que là, vous voyez, et pourtant, c'est pas du figuratif, c'est Bien autre. sûr. Voilà. À Mais il y a l'inverse pas et pourtant, je vous dis, je suis pas un adorateur du moderne, hein. du modernisme. À l'inverse, Alain, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous n'aimez pas observer comme comportement? Qu'est-ce que vous trouvez laid, en somme? Ah, moi, il y a 2 choses qui m'exaspèrent, c'est les prétentieux, hein. Je pensais en sou je souris parce que je pense au tonton flingueur, alors quand on parle de prétentieux, mais j'ai horreur des gens qui la ramènent et encore plus quand c'est des gens qui n'ont aucune raison de la ramener.
Or, il y en a beaucoup. Et c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Exactement, exactement. Il y en a beaucoup. Et alors ça, là, je suis malheureux parce qu'il Mmh. m'exaspère. Comme je suis un garçon qui est pas expansif, si vous voulez, donc je prends jamais de colère, hein. Moi, vous me verrez jamais en D'accord. colère, hein, jamais. Hein, je deviens au contraire, quand je suis en colère, je deviens glacial. Taciturne, OK. Ouais, je prends, ouais, je deviens glacial. Mais quand il y en a certains, j'ai envie de me leur donner des baffes, quoi, hein. Et Et là vous leur dites en général ou non? Quand même non, pas? en général, non, parce que ça leur ferait tellement de Oui, mal. Ils oui, sont oui. tellement convaincus. Et c'est vrai, on peut pas leur faire Ah, vous changer pouvez d'avis en pouvez tout pas cas. leur dire, c'est pas possible. Ils sont pas prêts à l'entendre, vous Mmh. voyez? Alors ça, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui me ces gens-là m'énervent profondément, c'est vrai, hein. Donc je reconnais que je deviens très désagréable, hein, voilà, ça, si, ça, il y a ça. Et une autre chose qui m'énerve aussi, c'est les mythomanes, la mythomanie. C'est des gens qui ont besoin de raconter des choses ou qui ont besoin de se mettre en perspective dans des alors là, c'est pas la prétention, c'est la folie d'une Oui. certaine manière. Alors il vous dit: «J'ai fait ci, j'ai fait ça» et puis on sait que c'est pas vrai, quoi, hein. Mmh. Je me souviens une fois, il y en a un, c'était amusant dans un dîner parisien comme il y en a souvent. Il y en a un aussi, c'est amusant, à un moment, il se met à parler de moi. J'étais à table, hein, et il dit qu'il me connaissait très bien, qu'il avait fait plein de choses avec moi dans le passé, donc vous pouvez imaginer, tout ça. Et moi, je sais que c'était pas vrai, puisque je sais quand même les gens avec qui j'ai travaillé quand même, hein. Et je l'écoutais, je me disais: «C'est pas croyable, c'est pas croyable». Alors autour de la table, il y en avait quand même 2 ou 3 qui me connaissaient bien, ils me regardaient en disant: «Il va réagir». J'ai pas branché. Ça, c'est un peu mon caractère aussi. D'accord. J'ai pas branché. Mais à la fin, quand on a remis les gabardines pour sortir, je lui ai sorti ma carte et je lui ai dit: «Tenez, c'est pour vous au cas où un jour vous voudrez me rencontrer». Oui, donc vous lui avez montré que vous étiez pas dupe, Bon, mais mais il est devenu tout blanc lui, parce qu'il ouais, était ridicule auprès de tout le monde, bien ouais, entendu. ouais. C'est ouais. Et vous voyez, je m'énerve pas en disant: «Ah C'est rigolo, qu'est-ce que vous» j'aimerais pas être en face de vous dans ce genre de non, moment. je suis pas très sympathique. 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis? Comment vous dire? J'ai pas l'idée immédiatement d'un quelque chose si vous voulez, quand quelqu'un je me remets en cause, hein, dans beaucoup de choses. Donc si effectivement, vous avez des arguments convaincants, bien sûr un problème. Moi, j'en ai d'autres au départ, mais je vous écoute et puis vous arrivez à me convaincre, eh bien, je sais que dans un premier temps, je vais vous écouter. Je suis pas de la nature à tout de suite adopter en disant: «Oui, vous avez raison, c'est pas ça». Mais je vais vous écouter, puis après je vais réfléchir et si effectivement ma réflexion confirme que vous avez raison, je vais changer d'avis et je parfaitement il m'arrive des fois de dire: «Bah oui, bah tiens, sur ce point-là, je pensais ça, mais un tel ou une telle m'a ouvert les yeux, j'avais pas compris, il y a ça». Oui, ça en géopolitique, par exemple, vous voyez, on parle de la Mmh. géopolitique, moi j'en fais pas mal, hein, puisque je fais une émission là-dessus et je fais beaucoup de choses. Bon, il m'est arrivé des fois où il y a des gens, des Français, des Américains, des copains américains, français ou autres, hein, qui m'ont dit: «Non, là tu t'es trompé». Et puis évidemment, s'ils me le montrent et que je me suis trompé, Mmh. ben, je me suis trompé. Et après, bien entendu, je change en disant: «Bah oui, ça Vous c'est avez raison, je me évident». suis trompée. Donc j'admets l'erreur de ma part, je l'admets très bien. Je vais pas vous dire: «J'ai forcément raison», surtout pas. Non, parce que je doute, si vous voulez. Je parais être très sûr, mais le résultat de mes certitudes, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi avant à ce que je vais dire ou ce que je vais penser. Donc je dis: «Oui, je crois que c'est ça, je pense vraiment que c'est ça», donc je le dis avec toute ma force de conviction. Mais si quelqu'un me démontre le contraire, bah, évidemment, je me remets Mmh. en cause en disant: «Bah, attends, c'est peut-être pas exactement ce que je pensais». Dernière question pour vous, Alain, c'est pas vraiment une question, c'est plus est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message que vous avez envie de faire passer? Vous nous avez déjà tellement donné, de conseils, de leçons et je vous Ouais, en remercie. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a, pour les personnes qui nous écoutent, à l'issue de toute cette conversation, quelque chose que vous auriez envie de nous dire? croire en l'avenir. Croire en l'avenir. Je suis horrifié de voir ou triste. Vous savez, hier, j'étais dans une conférence, c'est pas un secret, j'étais à l'ILERI, donc une école de relations internationales, et je leur ai dit 2 choses, parce qu'il y avait plein de tous les étudiants, hein. Je leur ai dit 2 choses. Je leur ai dit: «Quand je vous vois, je suis triste parce que j'aimerais avoir votre âge. Le monde qui s'ouvre est un monde extraordinaire. On va avoir les changements
entre le monde ancien et le monde nouveau, entre le monde occidental, les BRICS et autres, vont ouvrir des opportunités considérables dans le monde entier. Donc pour ceux qui vont savoir les saisir, ça va être formidable. Et j'ai dit, je rêverais d'être à cette époque-là. Moi, j'ai connu d'autres choses, hein, formidables aussi, hein. J'ai vécu des époques magnifiques, mais c'est vrai que là, donc je crois qu'il faut arrêter d'être décliniste, de dire tout va mal, bon, pauvre de nous. Arrêtons. Il y a toujours eu des problèmes dans l'histoire du monde, on a toujours rebondi, les bons ont Mmh. toujours rebondi, toujours. Et il n'y a aucune raison que ça change, hein. Et l'avenir, il est formidable pour ceux qui sauront le saisir. Pour les autres qui veulent pas, s'il leur arrive malheur, ça ne sera que mérité. Alain, c'est un très, très bon mot de la fin. Je vous remercie. Je vous remercie de nous aider à partager votre vie extraordinaire, à voir grand, à avoir confiance aussi en l'avenir, parce que je pense qu'on en a bien besoin. Mmh. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste comme vous, Mmh. et c'est pour ça qu'on s'entend bien. En plus, on est un Ouais. peu blagueurs tous les deux. Mais je dois dire que je vois bien autour de nous, et si vous l'avez très bien dit, que c'est pas quelque chose qui est partagé. Donc, je vous remercie de nous faire croire à ça, de nous faire voir surtout que c'est vrai qu'on vit une période qui est tout aussi bien, que les autres. Elle a Mmh. ses challenges, Bah mais oui. elle a aussi ses avantages et ses bénéfices. Donc un grand merci Alain. Merci à vous. Merci beaucoup.